Bonjour Gérard Bérébi. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Pensez-vous que Debord a aussi bien ou mal vieilli que Queen ? Bien, mieux, et certainement plus longtemps. Vous êtes éditeur et écrivain, vous avez fondé les éditions Allier en 1982. Et quel est votre rapport avec Guy Debord ? Bien, c'était, pour situer la chose dans le contexte, j'étais tout jeune homme. Ce qui était très banal à l'époque, j'étais rebelle. C'était une époque où il y avait beaucoup de rebelles. Et puis est apparu sur la place très rapidement en 1967 deux ouvrages qui sont sortis pratiquement en même temps, à savoir La Société du spectacle de Guy Debord et le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem. Qui sont des ouvrages qui, d'une certaine manière, ont répondu à l'attente d'une jeunesse rebelle ou d'une partie de cette jeunesse rebelle radicale qui n'avait de cesse que de vouloir mettre la société à feu et à sang, à trouver une matière théorique à ce qu'elle ressentait plus ou moins confusément. Et à travers la lecture de ces deux ouvrages qui nous a donné du grain à moudre et nous a permis de réfléchir et de nous construire intellectuellement et théoriquement pour mieux appréhender notre monde. Et le livre de Debord, La Société du spectacle, a cette particularité. Qui date de 1967. Hein. De 1967, c'est-à-dire ça fait 50 ans maintenant. Quand le livre est paru, c'était quelque chose de très audacieux dans la mesure où l'analyse de notre monde qui était en train de se former. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, il faut l'imaginer 50 ans en arrière, on était à l'état du balbutiement de la société telle qu'elle est devenue aujourd'hui, et c'est un pari risqué et très audacieux que d'écrire déjà dans le moment du balbutiement, de tenter d'analyser cette société qui n'était pas encore achevée. Et en ce sens, Debord a eu le grand mérite de produire cette œuvre dont nous parlons aujourd'hui et qui a montré sur la durée qu'énormément de choses qui sont exposées dans ces livres se sont vérifiées pratiquement. Et des livres critiques sur notre monde d'intellectuels qui exposent une théorie sont en général démentis dans les 3 mois qui suivent ou dans les 3 ans qui suivent, voire oubliés dans l'année. Et là, nous avons quelque chose où la plupart des thèses qui sont développées se sont vérifiées concrètement, à tel point que Debord, dans un deuxième temps, avec les commentaires sur la société du spectacle, longtemps après, a ajouté des éléments qui permettent de mieux appréhender notre monde avec l'évolution qui s'est opérée entre-temps. C'est donc une chose, si vous voulez, qui montre à quoi Debord s'est attaqué et comment il a réussi. C'est-à-dire que quand une jeunesse rebelle, pour vous situer dans l'époque, c'était un moment où on ne disait plus « Monsieur le professeur, mais crève salope ». Ça vous donne une petite idée de l'ambiance au quotidien du monde dans lequel on vivait, et il n'y avait aucun respect pour tout ce qui était institution, tout ce qui était officiel, et il n'y avait surtout aucun désir, je dirais bien au contraire, un refus viscéral de s'intégrer dans quoi que ce soit qui était le produit de cette société qui était exécrée par énormément de gens. Mais ça, c'est très contextuel.
justement, et quelles sont les raisons pour lesquelles ce qui a été écrit à ce moment-là, ce livre, La Société du spectacle de Guy Debord, écrit en 1967, peut encore avoir quelque chose à nous apprendre aujourd'hui? Il a à nous apprendre parce que le point de départ de La Société du spectacle, la première phrase, je dirais, le premier titre du premier chapitre, et la séparation achevée, commence par une phrase de Feuerbach que je vais vous lire. Et sans doute notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l'illusion croît, si bien que le comble de l'illusion est aussi pour lui le comble du sacré. Et ça, c'est une illustration parfaite de la représentation sociale de tout un chacun, de tout individu. De préférer la copie à l'original, le spectacle à l'authentique. Et c'est peut-être la grande valeur ajoutée de ce livre de Guy Debord. C'est le point de départ, ouais. Et le point qui suit à partir de la séparation, c'est-à-dire que c'est la marchandise qui est l'instrument de la séparation qui définit le spectacle, à travers sa conscience réifiée, c'est-à-dire par le règne de la marchandise sans partage et inégalé. Alors là, ça devient très compliqué. Il faut le dire quand même, Gérard Bérébi, La Société du spectacle est un texte très difficile, qui est composé de 221 paragraphes, assez courts. Donc on se dit que la lecture peut être assez aisée parce que disons qu'il y a des développements assez courts qui à chaque fois sont centrés autour d'une idée. Ce sont des idées, des termes qu'on trouve chez Marx, l'idée de séparation, l'idée d'isolement, de marchandise, l'idée de fétichisme de la marchandise, l'idée d'aliénation. On est en terrain familier si les textes et les thèses de Marx nous sont familières, mais il y a une forme de théorisation d'un vécu, c'est ce que vous disiez, c'est pour ça que le livre a eu autant de succès et de lecteurs à l'époque, qui est quand même très aride. Et on va entendre un extrait du début de La Société du spectacle, interprété par Guy Debord lui-même, car 6 ans après le livre, il propose un film où il va lire, on entend sa voix, en voix off, l'intégralité du livre lui-même. Écoutez donc les 2 premiers paragraphes de La Société du spectacle par Guy Debord. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Et c'est la première définition que Guy Debord donne du spectacle, il y en aura beaucoup d'autres, mais donc le spectacle en général comme inversion concrète de la vie et le mouvement autonome du non-vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, Gérard Bérébi? Comment est-ce que vous comprenez la notion de spectacle telle qu'elle est mise en œuvre par Guy Debord? Parce que c'est vraiment la valeur ajoutée de ce texte par rapport à un héritage marxiste, justement. C'est ce terme de spectacle. Avant toute chose, puisque vous parliez de la complexité de ce texte-là, ouais. Il faut dire que l'écriture de Debord quant à la Société du spectacle, n'échappe pas d'une certaine manière à l'écriture de l'époque. C'est-à-dire que c'était une époque extrêmement politique. Et si vous me permettez une comparaison, quand Guy Debord écrit les commentaires sur la Société du spectacle, il a cette force, cette capacité, cette originalité qui lui est propre, d'écrire dans une autre langue. C'est 20 ans après, en 1988. Ouais. Mais dans une autre langue. Et cette langue nous paraît beaucoup plus accessible aujourd'hui, alors que les textes du commentaire sur la Société du spectacle, à mes yeux, sont aussi complexes que la Société du spectacle, mais comme la langue différente, en apparence, c'est plus facile d'accès.
Alors le spectacle, la question qui se pose, c'est que c'est une notion qui est complètement galvaudée, où on met dans le spectacle le médiatique, on met dans le spectacle les images, on met dans le spectacle les divertissements, et le pouvoir, selon moi, a tout intérêt à faire accroître ces dérivatifs afin de mieux vider de sa substance le propos initial de Debord. Or, le spectacle, la notion du spectacle est forgée avant toute chose sur une notion marxienne, à savoir le caractère fétiche de la marchandise. Pour situer encore les choses, il faut préciser que ce texte de Marx, qui est le fondement premier de la théorie du spectacle de Debord, lors d'une nouvelle édition du Capital, sous la direction de Louis Althusser, accompagné de ses épigones normaliens, à savoir des Badiou, Rancière et compagnie, Althusser a écrit dans sa préface que s'il le pouvait, il supprimerait ce chapitre du Capital parce que Marx était encore sous influence d'un hégélianisme de gauche. Et c'est, si je puis dire, la chose qui est la plus lisible dans notre monde contemporain aujourd'hui, à savoir le caractère fétiche de la marchandise qui sert de fondement à Marx. Et le principe de la marchandise, c'est que ça induit automatiquement, à travers le rapport marchand, la séparation de l'individu d'avec lui-même et d'avec les autres, et à partir de là, la conscience inversée par rapport au réel produit la réification de la pensée, et ce sont ces divers éléments qui donnent la notion de spectacle exposée par Debord, selon moi. C'est très compliqué, hein, quand même. Il faut quand même être très familier du texte de Marx pour bien comprendre tout ce que vous venez de dire et tout ce que dit Guy Debord. Dans Fétichisme de la marchandise, il faut entendre ce que vous appelez réification. C'est le fait que une réalité devienne forcément concrète sous forme d'objet qui va devenir une marchandise parce que cet objet a une valeur marchande en plus de sa valeur d'usage et que cet objet va être complètement, disons, va capter une forme d'attention, va produire du fétichisme, c'est-à-dire va devenir sur le devant de la scène, puisqu'on parle de spectacle, en tant qu'objet, et en tant qu'objet qui a une valeur marchande, indépendamment de toute autre dimension qui pourrait être contenue dans cet objet. C'est comme ça qu'on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'il va devenir dominant et il va être la médiation entre les individus jusqu'à conduire les individus, et là où c'est une réussite éclatante, à devenir, les individus deviennent des marchandises eux-mêmes, croient exister, mais n'existe qu'à travers la marchandise et le lien social humain qui est fondé entre les individus est médiatisé par la marchandise. Et donc les individus le deviennent à leur tour et sont vidés de leur substance et séparés de leur propre vie. Alors, individus qui deviennent des marchandises, qui sont vidés de leur substance et qui n'ont quasiment plus de vie à eux, mais deviennent entièrement soumis au spectacle. On va prendre un exemple tout à fait contemporain pour illustrer ça. Écoutez d'abord Guy Debord, qui définit le spectacle comme n'étant pas un supplément au réel, mais le réel lui-même, est l'exemple le plus flagrant de notre société, de cette marchandisation de l'individu qui devient spectacle et se vide de sa propre substance. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. Écoute, je vais leur ramener, on va pas faire d'histoire. Je ramène un shampoing, la prochaine fois, elles se débrouilleront. Hein? Bah, c'est n'importe quoi. Hein. Bah oui, je sais. Mais moi aussi, je m'achète un truc personnel dans ce cas-là. Hein. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Vous connaissez Nabila, Gérard Bérébi? Oui. Nabila est Bien le sûr. pur produit
d'une société de spectacle dans la mesure où elle a été entièrement construite par ce qu'on appelle la télé-réalité. Elle vient des anges de la télé-réalité. C'était un extrait de l'épisode de mars 2013. Sa fameuse, ce qui est devenu fameuse formule « Allô, quoi ?» elle a été déposée comme une marque de produit. Nabila a désormais écrit un livre, au moins, peut-être plus, je ne suis pas au courant. Elle était au Salon du Livre, en tout cas. Elle a créé une émeute au Salon du Livre. Exactement. Et d'ailleurs, ses fans venaient lui apporter des bouteilles de shampoing, puisque bon, c'est sa fameuse phrase, 20 secondes qu'on vient d'entendre, ont été vues des milliers, des centaines de milliers de fois sur Internet. Est-ce que la télé-réalité et même le personnage de Nabila sont des exemples qui viennent illustrer ce que Debord entend par la société du spectacle? Tout est spectacle, il n'y a plus rien derrière ce spectacle. C'est-à-dire que c'est pas que tout est spectacle, c'est-à-dire que les individus sont devenus des marchandises. C'est ça. L'exemple que vous venez de citer de Nabila est caractéristique. Si vous me permettez, j'en ajouterai un autre beaucoup plus récent. Oh, il y en a beaucoup, allez-y. Qui date de 48 heures, je crois. J'ai lu dans le journal qu'un top modèle roumain a décidé de mettre sa virginité aux enchères. Pour 2,5 millions d'euros. 2 millions et 300 000 euros ont été proposés par un homme d'affaires à Hong Kong qui remporte le lot, c'est-à-dire la virginité. Et c'est un plan de carrière, c'est-à-dire que cette jeune femme est une femme de son époque, elle obéit à une logique de son époque et elle se comporte d'après la morale de son époque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas critiquable. Et son corps est une marchandise, mais elle est Totalement libre de le faire. Là, pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Si je fais un travail, autant être le mieux payé pour ce travail. Alors, en quoi la prostituée est plus morale que l'ouvrier? Dans notre époque, elle est plus morale dans la mesure où elle négocie ses charmes à un prix plus élevé que l'ouvrier ne négocie sa force de travail. Quand elle choisit elle-même de s'adonner à cette activité, évidemment. Évidemment. Mais vous dites plus moral, quand elle gagne plus d'argent, c'est plus moral. C'est plus moral parce que c'est la morale de notre époque, monnaie, monnaie, monnaie. Une époque où l'économie est devenue le paradigme central. Si vous réussissez, vous êtes reconnu. Dans quelques domaines que ce soit, on parle de Nabila ou on parle de ce top modèle qui vend sa virginité à plus de 2 millions d'euros, nous en parlons parce qu'ils ont réussi d'après les critères de notre monde et ces critères dominants sont monnaie, monnaie, monnaie et c'est partout. Et je cite à titre anecdotique qu'un membre situationniste, Asgherian, le peintre danois, quand il avait reçu, dites-vous bien qu'on était il y a une petite quarantaine, une cinquantaine d'années, mais on a l'impression que c'est il y a 3 siècles, il avait obtenu un prix de la Fondation Guggenheim pour sa peinture. Et il avait répondu « Go to hell with your money, bastard ». C'est « Va au diable, allez au diable avec votre argent, bâtard ». Et quand on voit on entend que quelqu'un s'est comporté comme ça aujourd'hui, on a l'impression que c'est il y a 3 siècles. Parce que tout le monde obéit à cette domination, parce qu'il n'y a pas d'existence possible, sauf de manière extrêmement marginale, en dehors de ces canaux de la réussite sociale, mais réussite sociale d'un strict point de vue marchand, c'est-à-dire l'argent. Et ça, Guy Debord le constate, il le décrit, il l'analyse. Propose-t-il, enfin je veux dire, est-ce que dans le texte et dans le geste même, oui, mais c'est la grande question que je suis obligée de vous poser. Est-ce qu'il il semble le déplorer? Est-ce qu'il propose une voie de transformation possible? Est-ce qu'il pense en bon marxien que les choses vont d'elles-mêmes exploser de toute façon? Comment est-ce qu'il se situe par rapport à ça? D'abord, avant toute chose, il faut préciser que Debord, quand il a écrit ce livre, a souhaité doter, il l'écrit lui-même, il a souhaité doter le mouvement situationniste d'un ouvrage théorique. Et puis, il a écrit ce livre, je le cite, « Il faut lire ce livre en considérant qu'il a été sciemment écrit dans l'intention de nuire à la société spectaculaire. » C'est-à-dire que c'était, pour reprendre un langage d'époque, une attitude révolutionnaire. Évidemment, dans la dernière partie de la société du spectacle, pour être dans le sillage marxien, il propose, il analyse la notion de conseils ouvriers
qui aujourd'hui semble passablement obsolète, alors que dans les commentaires de la Société du spectacle, il ne fait qu'accentuer sa critique incendiaire à la lumière de l'évolution technologique et du développement de notre monde, mais se garde bien de proposer quoi que ce soit, parce que pour proposer quelque chose, il faut pouvoir proposer quelque chose, et on ne peut pas proposer quelque chose dans un monde qui a été vidé de son sens. C'est-à-dire que le moindre discours, un tant soit peu rationnel, ne trouve plus sa place tellement domine le discours inversé. Le texte de Debord a trouvé sa place, comme il a eu ses lecteurs. C'est certain. Donc ça contredit le geste alors. Ça continue, c'est-à-dire qu'il peut exister des choses. Si je publie des livres aujourd'hui encore, c'est que je pense qu'on peut faire passer des choses, mais il devient très difficile d'exister réellement, c'est pratiquement un parcours du combattant, par rapport à l'écrasement dominant du règne de la société marchande et des valeurs qu'elle développe, et cette société a tellement bien réussi, et là Debord le développe très bien dans les commentaires sur la Société du spectacle, c'est-à-dire qu'il avance une notion nouvelle, il montre à quel point, quand il a écrit la Société du spectacle, il y avait deux pôles existants dans notre monde, à savoir le spectaculaire concentré et le spectaculaire diffus, le spectaculaire concentré représentant le stalinisme et l'URSS, ainsi que l'Allemagne nazie. Le spectaculaire diffus représentait une forme libérale avec les États-Unis. Et les deux systèmes laissaient place peu ou prou dans les marges à l'existence de certaines formes de vie, de certains individus et de certaines pensées. Et puis il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'il y a eu une concentration de ces deux formes spectaculaires qui se sont dissoutes en une seule pour avoir encore plus de domination. C'est ce qu'on appelle le spectaculaire intégré, qui règne partout aujourd'hui sur notre planète et qui n'a plus, où les différences entre les différents pôles ne sont qu'apparentes, parce que c'est le pouvoir de la domination, aujourd'hui de la domination financière, qui n'a aucunement besoin d'un pouvoir visible, matériel, matérialisable, qu'on puisse nommer, devient un pouvoir occulte. Et ce qui se passe aujourd'hui, et là où il y a une perdition de la compréhension des choses, c'est que la plupart des gens ne savent plus à quel sein se vouer, c'est-à-dire ne savent plus qui représente qui et qui représente quoi. C'est ce qui fait dire à certains lecteurs de Guy Debord que les thèses qu'on trouve dans les commentaires sur la Société du spectacle, parfois, frisent le complotisme. Oui. Des indices, on ne sait plus qui tient les ficelles, justement. Maintenant, le complotisme, c'est assez facile, c'est-à-dire que quand Debord analyse la falsification généralisée, la désinformation, l'instrumentalisation du terrorisme par l'État, ce qui me paraît être une analyse on ne peut plus probante aujourd'hui, il y a comme un logiciel automatique, il y a 3 mots, manipulation, désinformation, instrumentalisation, paf, complotisme, rejeté, on n'en parle plus. Moi je veux bien, alors on arrête de parler. Ou alors on continue ? On continue, volontiers, mais si vous voulez, je pense qu'il y a des réalités, on peut... Alors, ça gêne toujours quand on prend des exemples contemporains à chaud. Alors, on remonte en arrière. On prend l'exemple des Brigades Rouges et du terrorisme en Italie, les années de plomb. Il est prouvé aujourd'hui, Debord l'avait écrit, à sa suite Sanguinetti l'avait écrit aussi, mais maintenant c'est repris par beaucoup de gens en Italie, c'est que le terrorisme des Brigades Rouges était infiltré et dirigé par les services secrets italiens. C'est une évidence. Si vous prenez encore une fois des exemples éloignés, quand il y a eu un coup d'État en Iran, il est, d'après la déclassification des documents officiels américains, il a été dirigé par les Américains, c'est-à-dire par la CIA. Alors, à un siècle d'écart, à 50 ans d'écart, on se dit oui, bien sûr, on peut comprendre, etc. Mais là où ça gêne avec cette notion de complotisme, c'est quand on parle directement de ce que nous vivons aujourd'hui, où on a comme par magie des terroristes qui sont de parfaits imbéciles,
qui ont la spécialité d'oublier leur passeport sur le siège arrière de la voiture, qui laissent des traces on ne peut plus un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sonnent faux. Et ces choses sonnent faux parce qu'il a été instauré un règne de la falsification, et si ces choses sonnent faux, c'est parce qu'on n'a plus de repères pour pouvoir comprendre les choses. Alors, une chose est de dire qu'on a... Voilà, mais c'est deux perspectives très différentes, de dire les choses sonnent faux parce qu'on n'a plus les repères pour comprendre les choses, donc tout nous apparaît comme un spectacle un peu désarticulé, qui n'est qu'apparence. Une autre est de dire qu'il y a un chef d'orchestre derrière ce spectacle, qu'il y a un secret qu'on ne peut pas percer, qu'il y a en fait une réalité derrière l'apparence à laquelle nous n'avons pas accès. Dans un cas, c'est l'homme perdu, la déréliction, l'homme qui erre dans un monde qui n'a plus vraiment de sens et qui est en proie à des images qui ne renvoient à rien d'autre qu'à elle-même. Dans l'autre, on est dans le Truman Show. Dans l'autre, au contraire, nous sommes les mannequins, les petites marionnettes qu'un individu manipule à l'aide de ficelles. Mais là où la domination a parfaitement réussi, et c'est une réussite incontestable, c'est qu'il n'y a plus réellement de chef d'orchestre, il n'y a plus d'homme providentiel, il n'y a que des individus qui sont placés à différents endroits pour faire fonctionner les rouages de ce monde. Et ces individus, Debord les appelle parfois des vedettes. Écoutez, c'est la thèse 60 de la Société du spectacle. En concentrant en elle l'image d'un rôle possible, la vedette, la représentation spectaculaire de l'homme vivant, concentre donc cette banalité. La condition de vedette est la spécialisation du vécu apparent, l'objet de l'identification à la vie apparente sans profondeur, qui doit compenser l'émiettement des spécialisations productives effectivement vécues. Les vedettes existent pour figurer des types variés de styles de vie et de styles de compréhension de la société, libres de s'exercer globalement. Il faut imaginer, quand on entend la voix de Guy Debord, que dans son film La Société du spectacle, à l'image, pendant qu'on l'entend lire son propre livre, on voyait, quand il parle des vedettes, des images de rockers, des stars de cinéma, des Beatles. Là, un extrait du concert de 1965, on entend en note continue, pendant ces 1 minute 29, je crois, que dure ce morceau, le hurlement des fans qui sont présentes et qui là, pour le coup, on est plus que dans le fétichisme, c'est une espèce d'adoration face à des dieux. Le terme de vedette est parfait ici pour illustrer ce que décrit Guy Debord. Il a en plus intérêt d'être encore utilisé aujourd'hui. On parle toujours, là pour le coup, on n'a pas un nouveau paradigme. Mais là où je voudrais aller un tout petit peu plus loin avec vous, Gérard Bérébi, c'est quand on tourne la page, donc là c'est la thèse 60 sur la vedette, on trouve une affirmation qui là pour le coup est plus difficile à comprendre. Vedette est assez évident. Guy Debord écrit ceci, il dit « Là où domine le spectaculaire, concentré, domine aussi la police ». Ça veut dire que le spectaculaire exerce un pouvoir sur les spectateurs, qui du coup ne sont pas simplement en situation de passivité. Totalement. Totalement. Comment prend forme cette police ? Quand on écoute la voix de Debord à l'instant, il faut imaginer que si l'on écoutait la voix de Debord et que l'on regardait les images, dont l'une que vous venez de décrire, on comprendrait beaucoup mieux et beaucoup plus vite le propos.
Parce que Debord utilise des images souvent qui sont censées exprimer le bonheur, la réalisation humaine, et elles apparaissent de manière glacée comme la représentation du vide. Et là, ça donne une puissance à la voix off de Debord quand on regarde les images. Et il n'a pas utilisé un ensemble d'images cohérents qui sont la simple illustration directe du propos. Il emploie des images qui sont ici orientées par le principe du détournement, qui est l'une des grandes marottes de Debord. Et à la manière des situationnistes, quand on montre une image, on montre comment elle contient sa propre critique. Et dans le cas des Beatles, c'est... Ça illustre directement. Oui, c'est ça. Ça illustre directement. Mais dans le cas des pin-up, dans le cas des publicités qui montrent un couple dans un intérieur luxueux de la consommation de l'époque, etc., ça montre ça. Et puis cette phrase sur les vedettes me fait penser que quand l'occurrence Guy Debord a été introduite dans le Petit Larousse, moi je l'ai vu dans l'édition de 2003, je ne sais pas si c'est la première ou pas, ce qui est écrit à son sujet est très bref, mais particulièrement juste et pertinent. Il est écrit que Guy Debord a élaboré dans des essais et des films d'avant-garde une critique radicale et prémonitoire de la société contemporaine. Évidemment, je retiens le mot prémonitoire. Et quand vous diffusez la thèse sur la vedette, là où on est dans le balbutiement, et qui s'est vérifié concrètement et qui se vérifie aujourd'hui, c'est que la vedette n'est plus la vedette attitrée, officielle, reconnue. C'est que là où la police veille, avant de le développer, c'est que tout un chacun doit devenir une vedette. C'est que tout un chacun doit avoir un profil de vedette. On le voit. Et c'est désormais possible, surtout. La société non seulement aujourd'hui c'est le rend possible, possible. Mais c'est un ordre, c'est un diktat. Pour l'illustrer, il y a des endroits, si je veux aller quelque part, je dois donner mon téléphone portable ou mon ordinateur pour qu'on puisse avoir accès à ma page Facebook. Et si je n'ai pas de page Facebook, je deviens un individu suspect. Et en ce sens, tout le monde doit construire, dans le moment où la vie a disparu de la vie des individus pour laisser place à sa représentation, tout le monde doit se construire une vie. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que je dis, c'est de me photographier en train de le dire pour le diffuser, pour montrer que je suis en train de dire quelque chose dans votre studio à vous. Et donc là, ça. Oui, d'ailleurs, vous serez pris en photo à la sortie du studio. Hein. Je m'exécuterai. Mais c'est là, d'ailleurs, où on comprend l'expression, enfin la comparaison du spectacle, ou plutôt la définition du spectaculaire comme pouvant jouer un rôle de police, parce qu'en fait, si chacun se doit de se montrer, alors chacun se soumet aussi à une surveillance qui cette fois-ci est horizontale. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Le spectaculaire et la police, parce que chacun se surveille. Et Debord ajoute aussi une phrase qui pose des problèmes à beaucoup de gens, où il dit que, je cite de mémoire bien sûr, que dans le spectaculaire intégré, on voit apparaître des policiers qui passent pour des révolutionnaires et des révolutionnaires qui deviennent des policiers. Alors évidemment, on va encore ressortir la sauce que c'est du complotisme, mais c'est une réalité objective. On l'a vu par exemple dans l'affaire du groupe de Tarnac, d'un policier anglais, je crois, ou écossais, pardonnez-moi, je ne me souviens plus exactement, qui a infiltré le groupe de Tarnac. Pour pouvoir infiltrer ce groupe, il a fallu qu'il participe activement à des manifestations altermondialistes un peu partout dans le monde, en Europe principalement. Pour se faire remarquer, il a fallu qu'il soit plus radical et plus violent que les gens qui étaient là. Donc il montait au front, au baston, et il se cognait avec les policiers, donc il a été remarqué. Son infiltration a été tellement loin qu'il a eu une histoire, une love story avec une membre du groupe qui était là, et il a joué ce qu'on appelle un double jeu, jusqu'à temps qu'il soit démasqué.
Mais le problème du double jeu, aujourd'hui, c'est que tout le monde mène une double vie. Eh ben alors, est-ce si sûr? Justement, c'est là où je voulais en venir quand même. Quand Guy Debord pointe la société du spectacle, se sert de ce concept de spectacle pour nommer les rapports sociaux que nous entretenons, c'est encore valide aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment un problème? Premièrement, parce que rien n'indique qu'il y a quelque chose au-delà du spectacle, dans une perspective qui serait davantage celle de Nietzsche. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien après que l'on doive se contenter d'une misère ambiante. Mais alors pourquoi le spectacle serait forcément la misère? Ça présuppose qu'il y aurait une vie plus authentique à laquelle on n'aurait pas accès ou qu'on aurait perdu parce que la société marchande aurait transformé nos modes de vie qui fait qu'avant on vivait de manière complètement authentique alors que maintenant on est corrompu par l'image et la visibilité. C'est un peu binaire et un peu manichéen de raisonner en ces termes. Et rien ne prouve qu'avant la vie était complètement différente et que le règne de l'image n'était pas très présent alors qu'Internet n'existait pas encore, alors que la photographie n'existait pas encore. Les jeux sociaux sont les mêmes depuis l'existence de la société et de l'humanité. Les rapports de force passent par une représentation. Et pourquoi faut-il le déplorer? Est-ce qu'il y aurait forcément un monde au-delà, un monde plus authentique? Et deux, est-ce que la vie ne vaut pas d'être vécue quand même, y compris dans sa spectacularisation? Pourquoi pas? Où est le problème, en fait? Vous pouvez choisir, et chacun a le droit de choisir, à supposer, et c'est là où est la force de la domination du spectacle, c'est que on a l'illusion du choix alors qu'on ne fait qu'obéir et l'on choisit seulement entre ce qui nous est imposé. C'est-à-dire, je peux apparaître publiquement, je peux me retirer, je peux faire ce que je veux en apparence, je peux aller ici ou ne pas aller là. Mais c'est pour moi une liberté illusoire. Maintenant, si on veut aller au fond du problème, quant à savoir par quoi remplacer ce qui existe, est-ce qu'avant c'était mieux, me paraît une discussion passablement byzantine, si vous voulez, dans la mesure où dans toutes les générations qui ont grandi et qui ont critiqué les générations précédentes, ont toujours répondu à leurs aînés comme étant des vieux schnocks. Et les aînés disons toujours « mais avant c'était mieux ». Il ne s'agit pas, je suis un homme qui vit dans notre monde aujourd'hui avec les outils qu'utilisent tous les individus d'aujourd'hui. Je travaille, je suis actif et je vis complètement dans ce monde. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est faut-il avoir l'idée de ce par quoi on pourrait remplacer ce dans quoi nous vivons? En quoi ça nous empêcherait de critiquer là où nous vivons, c'est-à-dire notre monde contemporain? Moi, je n'ai aucune proposition à faire sur le monde à venir. Parce que la moindre chose, si on veut que ça change, selon moi, c'est-à-dire qu'il faut tourner le dos à toute une logique productive, industrielle, marchande, et qui est une chose qui paraît totalement impensable. C'est-à-dire ça remettrait en question l'existence de tout. C'est-à-dire que on parle de falsification, on parle de mensonges et tout de suite, je veux bien, je suis complotiste. De post-vérité. On a des experts qui nous parlent de choses et d'autres et qui nous disent une chose et son contraire. Je vais prendre un exemple passé, c'est plus facile et ça heurtera moins les sensibilités. Il y a eu l'accident de Tchernobyl en Russie, dans la centrale nucléaire. On peut en parler parce que c'est il y a longtemps. Nous avons eu des experts qui nous ont garanti que le nuage n'était pas passé en France. Mais dur comme fer, ils disaient la vérité sur les plateaux de télévision, j'étais convaincu. Parce qu'en France, quand même, on a des gardes mobiles avec des boucliers pour empêcher le nuage radioactif de venir au-dessus de chez nous. Or, il s'avère qu'après quelques décennies, nous assistons, à cause du mensonge de ces experts... Ben non, c'est à cause de l'explosion de Tchernobyl, c'est pas à cause du mensonge des experts. Oui, mais les experts ont menti sur... On trouvera toujours des cas particuliers qui viendront confirmer une vérité soi-disant générale. Là, on va opposer une idée à une autre. Il est certain que la conséquence est la conséquence de l'accident de Tchernobyl, ce qui on peut peut-être envisager de remettre en question la question de l'environnement et la question de la construction de centrales nucléaires, mais c'est un autre problème. Oui, si on reste sur la question des experts, parce que Debord l'aborde directement dans ses commentaires sur la société du spectacle, on peut aussi faire l'objection à Debord que lui-même se place comme un expert.
un expert en la matière, c'est-à-dire dans l'analyse qu'il propose dans ses livres, il se propose quand même d'un expert, soit d'un point de vue philosophique, les situationnistes sont experts en leur matière. C'est pas le problème de l'expertise elle-même. Le problème, c'est le fait de mettre une expertise. L'expert. Sans doute, mais après c'est une grille de lecture qui dépasse largement celle de l'expert lui-même. Écoutons Guy Debord, dans les commentaires de la Société du spectacle, expliquer ce qu'il entend par expert et puis ce qu'il leur reproche. Tous les experts sont médiatiques étatiques et ne sont reconnus experts que par là. Tout expert sert son maître, car chacune des anciennes possibilités d'indépendance a été à peu près réduite à rien par les conditions d'organisation de la société présente. L'expert qui sert le mieux, c'est bien sûr l'expert qui ment. Ceux qui ont besoin de l'expert, ce sont, pour des motifs différents, le falsificateur et l'ignorant. Là où l'individu n'y reconnaît plus rien par lui-même, il sera formellement rassuré par l'expert. Il était auparavant normal qu'il y ait des experts de l'art des Étrusques, et ils étaient toujours compétents, car l'art étrusque n'est pas sur le marché. Mais, par exemple, une époque qui trouve rentable de falsifier chimiquement nombre de vins célèbres ne pourra les vendre que si elle a formé des experts en vin qui entraîneront les caves à aimer leurs nouveaux parfums plus reconnaissables. On sait, par exemple, combien l'expert en météorologie médiatique, qui annonce les températures ou les pluies prévues pour les 48 heures à venir, est tenu à beaucoup de réserves par l'obligation de maintenir des équilibres économiques, touristiques et régionaux, quand tant de gens circulent si souvent sur tant de routes entre des lieux également désolés. De sorte qu'il aura plutôt à réussir comme amuseur. Et l'éphéméride de maintenant, s'il vous plaît, demain, ça sera la Saint-Ghislain. Et mardi, la Saint-Macron, mercredi, la Saint-Hollande, jeudi, la Saint-Juppé et vendredi, la Saint-Sarkozy. Oh, Nicolas. Ah, mais je sais pourquoi vous êtes là. Ah. Parce que vous revenez mardi avec Nikos Aliagas à 20h45 sur TF1, bien sûr. Exactement. Et les politiques, ça va être leur fête tous les jours. Oh, je suis si contente que vous soyez venu. Vous savez, je m'ennuie toute seule. Et c'est Catherine Laborde qui illustre les lieux également désolés dans lesquels errent les experts en météorologie médiatique qui annoncent les températures ou les pluies prévues pour les 48 heures à venir, tenu à beaucoup de réserve par l'obligation de maintenir des équilibres économiques, touristiques et régionaux, de sorte qu'il aura plutôt à réussir comme amuseur. C'est la présence de Nicolas Canteloup aux côtés de Catherine Laborde dans cet extrait complètement improbable, qui montre ici que tout est retourné, c'est-à-dire qu'on est même plus ici dans un envers et un endroit, on est dans une espèce d'amusement au service de rien, alors qu'on se présente comme un expert, l'expert soit en météo, soit en expert de l'humour. Mais on avait dit, mais finalement, justement, la place de l'humour et de la légèreté là-dedans. Est-ce qu'on ne peut pas quand même faire une place à quelque chose qui ne soit pas absolument, disons, forcément mortifère, forcément ultra spécialisé? Est-ce que Guy Debord permet de penser ça? Pour moi, ça pose aucun problème. C'est-à-dire que vous me donnez l'impression... Un peu d'humour, quoi. De supposer qu'en fait, Debord noircit le monde dans lequel nous vivons, voire invente des choses catastrophiques, et que, en fait, il nous empêcherait de vivre, de sourire, de s'amuser. C'est pas le cas. Pour moi, pas du tout. Je pense que la notion de complotisme que l'on rattache aux commentaires sur la Société du spectacle, c'est parce qu'il me semble que Debord affirme et démontre des choses absolument scandaleuses et irrecevables, parce que si elles étaient vraiment reçues, ça remettrait en question beaucoup de choses, parce que si beaucoup de gens s'empareraient de ces idées-là, ça pourrait remettre des choses en question. Ce que je retiens de l'extrait sur les experts, qui me paraît très, très révélateur, c'est là où Debord dit « Là où l'individu n'y reconnaît plus rien par lui-même, il sera formellement rassuré par l'expert. » En oubliant que l'expert de la semaine dernière dit une chose différente de l'expert de la semaine prochaine en fonction des variations météorologiques, c'est-à-dire en fonction de la situation et de l'évolution de la situation. Et le propre d'un expert, c'est de se contredire régulièrement. En ce sens, évidemment, on peut clore le débat.
tout ce qui remet en question en parlant de falsification, de manipulation, de pouvoir occulte, on s'en débarrasse et on dit c'est du complotisme et on arrête de discuter, on peut l'envisager comme je vous l'ai dit. Et c'est ce qui se passe dans bien des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à tort ou à raison, bien souvent à tort selon moi, mélangent tout. Et donc on les écarte. Mais il est vrai aussi, sur le principe de on nous cache tout, on ne nous dit rien, il y a un certain nombre de gens qui, à tort en partie et à raison en partie, ne croient plus en rien et on le voit actuellement dans le système politique complètement en chute libre, en perdition, où plus personne ne croit plus personne de tout le personnel politique. Et donc c'est réjouissant d'une certaine manière.